La salle de conférence au 34e étage d'Horizon Capital Partenaires sentait le cuir et l'ambition. Des baies vitrées allant du sol au plafond offraient une vue imprenable sur le centre-ville de Lyon. Le genre de vue censé vous donner l'impression d'être arrivé quelque part dans la vie. Je m'étais assis dans cette salle des centaines de fois. J'y avais dirigé des sessions d'architecture de produits, présenté des feuilles de route à des investisseurs, célébré des acquisitions. Je connaissais la moindre rayure sur cette table en acajou. J'ignorais que ce serait la dernière salle dans laquelle je m'assiérais en tant qu'employé de cette entreprise. Je m'appelle Tristan Collin. J'ai 41 ans. Le matin du mardi 17 octobre 2023, je suis entré pour une évaluation trimestrielle de mes performances et j'en suis ressorti avec rien. Pas de carton à remplir, pas de poignée de main, pas même la dignité d'être escorté vers la sortie par les RH. Juste 4 mots d'un homme que je considérais comme ma famille, nous te laissons partir. Mais voici ce que mon beau-père, Laurent Vasseur, ignorait lorsqu'il a prononcé ces mots de l'autre côté de cette table cirée. Il ignorait ce que j'avais bâti dans les années précédant ma rencontre avec sa fille. Il ignorait ce qui dormait tranquillement dans des comptes et des holdings dont il n'avait jamais entendu parler. Il ignorait que l'homme qu'il venait de licencier était la personne la plus dangereuse dont il aurait pu se faire un ennemi. Et il ignorait surtout que le tout premier appel que je passerais après être sorti de ce bâtiment déclencherait une série d'événements qui allaient lui coûter tout ce qu'il croyait posséder. Bienvenue sur la vengeance brutale d'un père. Installez-vous confortablement, car cette histoire va vous faire voyager. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et assurez-vous d'être abonné. Croyez-moi, vous allez adorer être ici. Mais cette histoire ne commence pas le 17 octobre 2023. Elle commence 6 ans plus tôt, lors d'une collecte de fonds sur un toit-terrasse dans le quartier de la Confluence à Lyon, par une chaude soirée de jeudi en avril 2017. J'y étais parce que mon ami d'université, David Oumarou, avait insisté. Tu n'es pas sorti depuis que tu as bouclé la série B, m'avait dit David. Tu es en train de devenir un de ces types qui ne parlent qu'à leurs écrans. Je lui avais répondu que c'était un mode de vie tout à fait raisonnable. Il m'a dit que j'avais besoin d'une aide psychiatrique. Alors, j'y suis allé. Col ouvert, veste de costume, Perrier à la main. J'avais prévu d'y passer 60 minutes, de faire 4 rencontres, puis de rentrer à mon appartement de la Croix-Rousse pour lire la lettre d'intention d'acquisition qui m'attendait dans ma boîte mail. C'est là que j'ai vu Danielle Vasseur. Elle se trouvait à l'autre bout de la terrasse, discutant avec un groupe de personnes avec l'aisance décontractée de quelqu'un qui a grandi dans ce genre de cercle. Des cheveux bruns, une robe verte, un rire facile qui portait par-dessus la musique jazz ambiante. Elle m'a surpris en train de la regarder et n'a pas détourné les yeux. Elle s'est approchée. Vous n'avez pas l'air d'avoir envie d'être ici. J'ai regardé autour de moi. C'est si évident que ça. Elle a souri. Seulement pour quelqu'un qui n'a pas non plus envie d'être ici. Ce fut notre commencement. Pendant 2 heures, Daniel et moi sommes restés dans un coin de ce toit-terrasse à parler de tout, sauf de réseau professionnel. Elle m'a raconté qu'elle avait étudié l'urbanisme à l'université de Lyon, qu'elle travaillait dans l'entreprise de promotion immobilière de son père, et qu'elle se sentait le plus en vie lors de longs trajets en voiture à travers les monts d'Or, sans destination précise. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que je concevais des infrastructures logicielles pour des clients grands comptes. Je suis resté délibérément vague, non pas parce que je cachais quoi que ce soit, mais parce que j'avais appris très tôt que les chiffres précis changeaient la façon dont les gens vous regardaient. Elle a semblé soulagée par ce flou. Elle a dit qu'elle était fatiguée des hommes qui mettaient toujours en avant leur valorisation financière. J'ai aimé cela chez elle, ou plutôt, j'ai aimé celle que je croyais qu'elle était. C'est une nuance que j'allais bien mieux comprendre plus tard. Ce que Daniel pensait savoir de moi ce jeudi soir-là, un informaticien discret, à l'aise financièrement mais sans être tape à accent grave-l'œil, qui travaille dur et ne cherche pas à accaparer l'attention. Ce qui était réellement vrai, 5 ans avant de la rencontrer, j'avais cofondé une entreprise appelée Système Arcania, spécialisée dans les logiciels d'infrastructure d'entreprise pour les réseaux de santé et de logistique. Nous l'avions développé pendant 7 ans, levé un seul tour de table auprès d'investisseurs institutionnels, atteint la rentabilité la 4e année. Et l'avions vendu à un consortium de capital investissement basé à Strasbourg pour un montant que mon expert comptable décrit encore aujourd'hui comme « gênant à taper ». Aucun communiqué de presse, aucune annonce. Je suis rentré de Strasbourg après le dîner de clôture, j'ai acheté des viennoiseries dans une boulangerie du Vieux-Lyon, et j'ai regardé un documentaire sur le télescope James Webb. Et c'est tout.
L'argent est allé dans une société holding nommée Groupe Méridien Bleu, que j'avais domicilié au Luxembourg avant même que l'encre ne soit sèche sur l'accord de vente. Des biens immobiliers sur 4 marchés, des participations minoritaires dans 12 entreprises, dont 3 que j'avais tranquillement regardé prendre une ampleur considérable. Un portefeuille d'investissement privé géré par une femme nommée Catherine Leroux à Paris, en qui j'avais une confiance absolue et à qui je parlais 2 fois par mois. Je n'en avais parlé à personne d'autre qu'à mon avocat et à David. David parce qu'il avait été mon colocataire à l'université et connaissait le solde de mon compte en banque bien avant que je n'en ai un digne de ce nom, et mon avocat parce qu'il avait littéralement besoin de le savoir. Daniel ignorait tout de cela. J'étais, selon sa lecture des choses, un architecte logiciel bien rémunéré avec un bel appartement et des habitudes de dépenses raisonnables. Cette lecture m'allait très bien. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois avant que je ne la demande en mariage. La demande a été discrète. Un dimanche soir, sur mon toit terrasse, la ligne d'horizon de Lyon se parent d'or au crépuscule. Elle a dit oui avant même que j'aie terminé ma phrase. Le mariage a eu lieu dans un domaine viticole à Beaune. 200 invités, dont beaucoup d'associés de Laurent Vasseur. Laurent avait bâti le groupe Vasseur au cours de 30 années d'efforts pour en faire un empire de taille moyenne dans l'immobilier commercial, avec des actifs répartis sur Lyon, Grenoble et Marseille. C'était le genre d'homme qui portait sa valeur nette dans la netteté de son col de chemise, qui connaissait toujours la valeur estimée de chaque propriété dans laquelle il entrait, et qui évaluait les gens sur leur trajectoire plutôt que sur leur caractère. Il m'avait évalué et m'avait trouvé acceptable. Pas remarquable. Acceptable. L'informaticien discret qui ne se ridiculisait pas à table et semblait assez stable pour sa fille. Je pouvais le lire dans ses yeux lors de notre première rencontre autour de sushi chez Takao Takano. Un respect tolérant, avec un astérisque. Je connaissais bien cet astérisque. J'avais passé des années à me faire passer pour l'astérisque de quelqu'un d'autre. C'était l'une des choses les plus utiles que j'ai jamais appris à faire. Laurent m'a proposé un emploi 3 mois après le mariage. Directeur de la stratégie technologique pour le groupe Vasseur. Il l'a présenté comme une opportunité. L'entreprise se développait dans la PropTech, elle voulait construire une couche d'infrastructure numérique, et avait besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois l'architecture logicielle et l'échelle commerciale. Le salaire était généreux. Le titre était réel. Je l'ai accepté, non pas parce que j'en avais besoin, non pas parce que je m'ennuyais. Je l'ai accepté parce que Daniel voulait que nous construisions quelque chose ensemble, dans l'univers de sa famille. Et à ce stade, je croyais encore que nous construisions quelque chose ensemble. J'aurais dû écouter plus attentivement ce qu'elle voulait. Pas les mots qu'elle utilisait, mais ce qu'il y avait en dessous. La façon dont elle parlait de l'opinion de son père comme si c'était toujours le verdict final de la pièce. La façon dont elle s'en remettait à son jugement sur des choses qui n'auraient pas dû l'impliquer. La façon dont elle devenait parfois silencieuse pendant des jours après les dîners de famille, comme si elle se recalibrait sur une fréquence à laquelle je n'avais pas accès. Mais j'étais engagé, alors je suis resté. J'ai travaillé pour le groupe Vasseur pendant 3 ans. J'ai construit leur infrastructure de données de zéro, des plateformes d'analyse des locataires, des systèmes de maintenance prédictive, un outil de modélisation des acquisitions que l'équipe de Laurent a utilisé sur cette transaction. Et auquel on a attribué une amélioration de leur précision d'évaluation de 31%. J'ai embauché une équipe de 11 ingénieurs. J'ai contribué à conclure 2 des plus grandes acquisitions de l'histoire de l'entreprise. Et tout au long de cela, Laurent Vasseur me regardait avec la même acceptation tolérante. Compétent, utile. Le mari. Pas un égal, pas un partenaire. Le mari. La première fois que j'ai senti le sol se dérober, c'était lors d'un dîner dominical dans la maison des Vasseur à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, une magnifique propriété sur une crête surplombant la Saône, le genre de maison qui faisait une déclaration architecturale. Le frère de Daniel, Pierre, était là. Pierre avait 38 ans, n'avait jamais rien dirigé avec succès de toute sa vie, et se comportait avec la confiance permanente d'un homme à qui l'on n'a jamais demandé de mériter sa propre estime. Il venait d'être nommé directeur des opérations du groupe Vasseur après un passage de 2 ans en tant que vice-président, un titre que toute mon équipe qualifiait en privé de purement décoratif. Lors du dîner, Laurent a mentionné une opportunité d'acquisition stratégique sur le marché de Nantes. Il expliquait son raisonnement, regardant autour de la table. Il a demandé à Pierre ce qu'il en pensait. Il a demandé à Daniel ce qu'elle en pensait. Il a demandé à Myriam, sa femme. Il ne m'a rien demandé.
J'étais le directeur de la stratégie technologique. Le projet était un développement à usage mixte avec une composante PropTech significative. J'avais déjà envoyé à Laurent une analyse de 12 pages sur l'opportunité le mercredi précédent. Il n'avait pas accusé réception du document. « Qu'en penses-tu, Tristan » a demandé Myriam, comblant le silence. « Je pense que l'analyse parle d'elle-même », ai-je dit en regardant Laurent. « Je l'ai envoyé mercredi. »« Exact, exact », a dit Laurent en coupant son steak. « Bon travail là-dessus. » Il est passé à autre chose. J'ai regardé Danielle. Elle fixait son assiette. C'était en novembre 2021. J'ai archivé ce moment dans un coin de ma tête. J'archive tout. Les mois qui ont suivi ont été une véritable leçon sur la manière d'être invisible aux yeux de tous. J'ai vu Pierre prendre des décisions que j'aurais signalées comme problématiques. J'ai vu Laurent rejeter mes recommandations avec des arguments qui ne tenaient pas la route sur le plan technique. J'ai vu l'entreprise que j'avais passé 3 ans à améliorer être redirigée vers l'instinct et les habitudes du passé, plutôt que vers les données et la précision. Et j'ai vu Danielle naviguer à travers tout cela comme quelqu'un qui avait depuis longtemps fait la paix avec la géométrie de la structure de pouvoir de sa famille. Elle était chaleureuse avec moi en privé. Elle était déférente envers son père professionnellement. Et elle n'a jamais, pas une seule fois, pris ma défense dans une pièce où cela lui coûtait quelque chose. Je veux être précis sur le moment exact où tout a changé. Pas progressivement, pas par étapes. Il y a eu un moment précis, le genre qui semble anodin quand il se produit, mais dont on comprend plus tard qu'il représentait tout. C'était un samedi matin, en juin 2022. Daniel était au téléphone avec Pierre. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du café. Je n'espionnais pas, j'étais simplement là. Les murs de notre maison à Écully n'étaient pas particulièrement épais. Je l'ai entendu dire, il ne comprend pas vraiment comment papa réfléchit. Je l'ai entendu dire, il est doué dans ce qu'il fait, mais ce n'est pas vraiment notre monde. Je l'ai entendu dire, je ne suis pas sûr que ce soit fait pour durer sur le long terme. Elle parlait de moi. À son frère. Pour savoir si j'étais, fait pour durer. Je suis resté dans la cuisine un moment, ma tasse de café à la main. Le café était chaud. La matinée était calme. Dehors, un rouge-gorge s'affairait dans le chêne du jardin. Je ne suis pas allé dans l'autre pièce pour la confronter. Je ne lui ai pas demandé de clarifier ce qu'elle voulait dire. J'ai posé le café sur le plan de travail. Je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire construire des choses soigneusement et silencieusement, là où personne ne peut les voir. Si vous nous écoutez depuis un moment, rendez-nous un petit service. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien et ça signifie tout pour nous. Cliquez sur le bouton j'aime pendant que vous y êtes et laissez vos impressions dans les commentaires. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'architecture. Pas l'architecture logicielle, l'architecture physique. Les meilleurs bâtiments du monde n'ont pas l'air complexes de l'extérieur. Il semble évident. Vous vous en approchez et vous pensez, bien sûr que ça a été construit de cette façon. Cette simplicité est le résultat de milliers de décisions invisibles, de couches d'ingénierie que vous ne voyez jamais car elles sont conçues pour ne pas être vues. C'est ainsi que j'aborde tout, y compris les 16 mois qui ont suivi ce samedi matin de juin 2022. Le premier appel que j'ai passé était à un homme nommé Fabrice Giraud. Fabrice était mon avocat depuis ma toute première entreprise. Il était basé à Toulouse, ressemblait à l'oncle de n'importe qui, jouait aux échecs en compétition le week-end, et comptait parmi les 6 personnes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Il a décroché à la 2e sonnerie. J'ai besoin de restructurer certaines choses, lui ai-je dit. Pour quand? On commence cette semaine. Fabrice a demandé à quoi je m'attendais. Je lui ai dit que je n'en étais pas certain exactement, mais que je voulais que tout ce qui m'appartenait soit séparé de tout ce qui ne m'appartenait pas, avec le genre de précision qui survivrait à tout ce qui allait suivre. Il m'a dit qu'il annulerait son jeudi après-midi. Je lui ai dit que j'appréciais le geste. La restructuration a pris la majeure partie de l'été. Le groupe Méridien Bleu était déjà propre, une entité distincte de mon mariage, financée entièrement par des capitaux antérieurs à notre union. Mais j'avais fait certaines choses depuis le mariage qui nécessitaient d'être mises en ordre. Quelques investissements que j'avais réalisés conjointement avec Daniel sur le papier, un compte de courtage avec son nom attaché. Fabrice a démêlé cela soigneusement, proprement,
avec le genre de documentation qui rendait chaque transaction lisible et justifiable. Ensuite, j'ai commencé à construire la nouvelle structure. J'avais observé le secteur des technologies de l'immobilier commercial pendant 2 ans depuis l'intérieur du groupe Vasseur. Je savais exactement ce dont le marché avait besoin et exactement où les solutions existantes échouaient. Je connaissais aussi les noms des personnes compétentes dans ce domaine. Les ingénieurs, les chefs de produits, les data scientists qui étaient sous-évalués et qui s'ennuyaient. J'ai organisé un déjeuner, puis un autre déjeuner, puis un dîner. Tous au cours de la même semaine. Tous dans différents quartiers de Lyon. Vèze, La Pardieu, la place des terreaux. Décontracté. Aucun ordre du jour explicitement énoncé. Juste de vieilles connaissances qui prenaient des nouvelles. Personne ne savait qu'ils étaient en cours de recrutement parce que, techniquement, ils ne l'étaient pas. Pas encore. J'ai fondé une nouvelle entité à Paris en août 2022 sous le nom de Voie Claire Technologies. Une société d'exploitation, une infrastructure logicielle pour l'analyse de l'immobilier commercial, exactement le domaine dans lequel le groupe Vasseur tâtonnait depuis 3 ans. Je l'ai financé entièrement via Méridien Bleu. Mon nom ne figurait pas dans l'organigramme officiel. L'équipe fondatrice sur le papier était composée de 3 personnes. Une femme nommée Sophie Tariq, qui avait été chef de produit dans une entreprise de PropTech à Nantes, un architecte de données nommé Jérôme Blanc, avec qui j'avais travaillé chez Système Arcania, et une ingénieure nommée Chloé Quentin, que j'avais rencontrée lors d'une conférence à Marseille. Et que j'avais immédiatement identifiée comme l'une des personnes les plus précises techniquement que j'ai croisées depuis des années. Ils étaient réels. Leur part de capital était réelle. Leur travail était réel. J'étais l'investisseur silencieux et le conseiller stratégique, accessible uniquement via une adresse email unique reliée à une société écran. Voie Claire a été discrètement lancée en décembre 2022. En février 2023, ils avaient leurs 3 premiers clients. En mai 2023, ils en avaient 11, y compris 2 des concurrents directs du groupe Vasseur sur le marché français. En août, une société de capital risque parisienne les avait contactés avec une lettre d'intention. J'ai observé tout cela depuis mon bureau au groupe Vasseur, où je continuais de construire l'infrastructure de données de l'entreprise, d'assister aux réunions stratégiques du lundi. Et de présenter des rapports trimestriels à un homme qui appréciait mon travail de la même manière qu'on apprécie un appareil électroménager fiable. Daniel et moi dînions ensemble tous les soirs. Je lui posais des questions sur sa journée. Elle m'en parlait. Je lui parlais de la mienne, en version censurée. Elle était devenue plus distante au fil des mois, mais n'avait, pour autant que je puisse en juger, entrepris aucune démarche formelle. Peut-être qu'elle attendait. Peut-être qu'elle observait. J'avais appris à faire de même. 17 octobre 2023. L'évaluation trimestrielle des performances était déjà à mon agenda. Procédure standard. L'équipe de direction, Laurent, et le directeur financier, un homme nommé Benoît Sabatier, qui collectionnait les montres vintage et ne regardait jamais personne dans les yeux. Je me suis assis à la table en acajou. Fabrice était au téléphone, dans la poche de ma veste, avec des instructions explicites de rester en ligne. Laurent n'a pas commencé par des banalités. Il a commencé avec un dossier. Tristan. Il a posé le dossier sur la table. Nous avons terminé notre évaluation des performances. Il y a certaines préoccupations que je veux aborder directement. J'ai regardé le dossier. J'ai regardé Laurent. La division technologique a sous-performé par rapport à l'investissement que nous y avons consacré. Il a affirmé que l'outil de modélisation des acquisitions présentait des écarts de projection lors des 2 derniers cycles. Que le déploiement de la plateforme locataire avait été plus lent que prévu. Et il y a quelques inquiétudes quant à l'adéquation culturelle au niveau de la direction. L'adéquation culturelle. Nous y voilà. L'adéquation culturelle, ai-je répété. Nous sommes une entreprise familiale, Tristan. Il gardait une voix très calme. Nous avons besoin d'une direction qui opère en alignement avec nos valeurs et notre vision de la croissance de cette entreprise. Nous ne pensons pas que cela ait été le cas. Benoît Sabatier fixait la table. À son crédit, il avait au moins l'air mal à l'aise. Nous allons devoir nous séparer de toi, a dit Laurent. Dès aujourd'hui. Problème de performance. Je veux être honnête sur ce qui s'est passé dans ma poitrine lorsqu'il a prononcé ces mots. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la surprise.
C'était un sentiment qui ressemblait presque au clic satisfaisant d'un mécanisme qui s'enclenche. Ce sentiment que vous ressentez lorsqu'un système complexe s'exécute exactement de la manière dont vous l'avez conçu. Parce que Laurent Vasseur venait de faire le seul et unique mouvement que j'attendais. Je vois, ai-je dit. J'ai fermé le dossier sans l'ouvrir. Je vais rassembler mes affaires. Laurent semblait s'attendre à autre chose. De la résistance, peut-être. Des questions. Peut-être une forme de plaidoyer. Ce qu'il a eu face à lui, c'est un homme qui s'est levé calmement, a boutonné sa veste, et s'est dirigé vers l'ascenseur. Dans l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée et j'ai dit doucement, « Tu as tout entendu ?» Fabrice Giraud, sur le téléphone dans la poche de ma veste, a répondu, chaque mot. Je suis déjà en train de rédiger. J'ai conduit jusqu'à la maison à Écully dans l'après-midi d'octobre. La lumière sur les collines lyonnaises faisait quelque chose de magnifique avec les cèdres. J'ai pris le chemin le plus long, en contournant la Saône, parce que je n'étais pas pressé et que j'avais envie de réfléchir. J'ai pensé aux 3 années de dîners dominicaux dans la maison de Saint-Cyr au Mont-d'Or, à l'analyse de 12 pages que Laurent avait accusé réception comme s'il s'agissait d'un ticket de caisse. Au titre décoratif de Pierre en tant que directeur des opérations et à cette affaire de Nantes que j'avais correctement identifiée comme un risque structurel 18 mois avant qu'elle ne fasse perdre 3-6 millions d'euros à l'entreprise. À la voix de Daniel à travers les murs de la cuisine. Pas vraiment notre monde. Je me suis garé dans l'allée à 15h47. Je suis resté assis dans la voiture un moment à regarder la maison. C'était une belle maison. Nous l'avions choisie ensemble. Je suis entré. Daniel était dans le salon. Elle était habillée, ce qui était inhabituel pour un mardi après-midi où elle était censée être en télétravail. Elle tenait un morceau de papier. Non, plusieurs feuilles de papier agrafées ensemble. Elle les a posées sur la table basse entre nous. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le sût déjà. Papa m'a appelé, a-t-elle dit. Sa voix était ferme et contrôlée, la voix qu'elle utilisait dans des contextes professionnels. Il m'a dit ce qui s'est passé. Je réfléchis à tout ça depuis un moment, Tristan. Je crois que nous savons tous les deux que cela menait quelque part. Elle a marqué une pause. Maintenant que la situation professionnelle a changé, je pense que c'est le bon moment. J'ai ramassé les papiers. Une requête de divorce déjà remplie. Le nom de son avocate en haut. Patricia Valette, du bureau lyonnais du cabinet Valette & Huet. Une femme efficace. J'avais entendu parler d'elle. Daniel a fouillé à côté du canapé et a posé autre chose sur la table basse. Une liste imprimée. Je l'ai regardée. C'était une liste de refuges pour sans-abri et de foyers de transition dans la région de Lyon, avec des surlignages. Je sais que cela fait beaucoup à digérer, a-t-elle dit, et je lui accorderai le mérite d'avoir maintenu un contact visuel en le disant. Mais je veux être honnête. Maintenant que ce travail n'est plus là, cette position qui faisait que notre histoire fonctionnait. Je pense que nous savons tous les deux depuis un moment que ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Il y eut un silence dans ce salon qui avait une forme bien précise. La forme de tout ce qu'elle croyait comprendre de moi, de ce que je possédais, de ce que j'étais sans l'organisation de Laurent Vasseur derrière moi. J'ai ramassé la liste des refuges. Je l'ai reposée. D'accord, ai-je dit. Je suis monté à l'étage et j'ai fait un sac. Pas tout. Un sac. Assez pour une semaine. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas claqué de porte. J'ai traversé la chambre que nous partagions depuis 5 ans avec le calme spécifique d'un homme qui sait que ce qui est en train de se produire n'est que le commencement de quelque chose d'autre. J'ai conduit jusqu'à l'Intercontinental à l'Hôtel Dieu, j'ai pris une suite au 8e étage, et j'ai regardé le Rhône devenir doré dans la lumière de fin d'après-midi. Puis, j'ai appelé Fabrice Giraud. Elle a laissé une liste de refuges, ai-je dit. Il y a eu un silence. Je suis désolé, Tristan. Fabrice était sincère. Ne le sois pas, ai-je répondu. C'est exactement ce que j'avais besoin de voir. Commence tout. Fabrice savait ce que tout signifiait. Il gérait l'architecture depuis 6 mois. Il était maintenant temps de construire le reste. Laissez-moi vous expliquer à quoi ressemblait ce tout. Voie Claire Technologies, en octobre 2023, comptait 17 clients, était devenu rentable, et se trouvait en pleine discussion pour une levée de fonds de série A avec 2 sociétés de capital risque différentes. La lettre d'intention sur la table,
émanant d'une firme parisienne nommée Eurazeo, concurrent direct de Chanclair Investissement, s'élevait à 11 millions d'euros pour une valorisation de 37,5 millions d'euros. Les parts cumulées de Jérôme, Sophie et Chloé valaient quelque chose de réel. Les miennes valaient quelque chose de considérable. Le groupe Vasseur faisait partie des entreprises que Voie Claire n'avait pas ciblées comme clients. Il y avait une raison à cela. J'avais besoin que le groupe Vasseur reste dans l'ignorance de l'existence de Voie Claire aussi longtemps que possible. Car pendant que je construisais Voie Claire, je faisais aussi autre chose. Le marché de l'immobilier commercial à Lyon évoluait vite et devenait dangereux. J'avais observé Laurent Vasseur réaliser 3 acquisitions au cours des 18 derniers mois en utilisant l'outil de modélisation que j'avais créé, mais en l'utilisant de manière incorrecte. Sans les hypothèses actualisées que j'avais tenté de lui présenter, sans tenir compte de la fluctuation des taux d'intérêt. J'avais documenté mes inquiétudes dans 3 mémos distincts. Il en avait accusé réception avec la même énergie qu'il avait accordée à l'analyse de 12 pages sur Nantes. Les 3 propriétés que le groupe Vasseur avait acquises durant cette période n'atteignaient pas les projections. 2 d'entre elles se trouvaient dans un couloir à usage mixte du sud de Lyon, qui avait été plus lent à attirer les investisseurs que ne l'avait prévu le marché. L'une était un immeuble de bureau de catégorie A à la Pardieu qui affichait un taux d'occupation de 31% dans un marché qui n'avait plus besoin de bureaux de catégorie A de la même manière qu'en 2019. Ce n'étaient pas des problèmes catastrophiques. Pas encore. Mais c'était le genre de faiblesse structurelle qui s'accumule. Dans un environnement de hausse des taux d'intérêt, avec un bilan tendu par ses acquisitions, le groupe Vasseur était plus fragile que quiconque en dehors de l'entreprise ne le savait. Je le savais parce que j'avais construit leur système de modélisation financière. Je le comprenais mieux que quiconque, à l'exception de Fabrice, qui avait reçu mon analyse en septembre sous la forme d'un document de 60 pages intitulé « Aperçu stratégique, évaluation des risques du portefeuille GV ». 60 pages. Le rapport de Laurent faisait 11 pages. J'avais riposté avec 60. Dans les semaines qui ont suivi le 17 octobre, j'ai fait 3 choses. La première, j'ai fait le ménage. J'ai déposé une réponse officielle pour licenciement abusif par l'intermédiaire de Fabrice, citant la nature fallacieuse des allégations de performance. Plus précisément, le fait que chaque indicateur cité par Laurent dans cette salle de conférence était contredit par des archives écrites dont j'avais conservé des copies depuis 2021. Les écarts de projection de l'outil de modélisation avaient été signalés par moi-même par écrit. Le retard du déploiement de la plateforme locataire était le résultat d'une directive de Pierre annulant mon calendrier, également documenté par écrit. L'allégation d'adéquation culturelle était exactement ce qu'elle semblait être, un prétexte. Fabrice ne l'a pas déposé immédiatement devant la justice. Il l'a envoyé à Patricia Valette avec une lettre d'accompagnement expliquant que le dossier existait et qu'il serait officiellement déposé à moins que la procédure de divorce ne soit menée en respectant une divulgation financière totale et absolue. Patricia Valette est une très bonne avocate. Elle a appelé Laurent Vasseur. Laurent Vasseur a appelé Daniel. Daniel m'a appelé. Je n'ai pas répondu. La deuxième chose que j'ai faite impliquait un homme nommé Charles Delorme. Charles était un journaliste spécialisé en immobilier commercial au Journal des entreprises qui essayait d'obtenir une interview avec moi depuis 2 ans concernant le secteur de la PropTech. J'avais poliment décliné à chaque fois. Je l'ai appelé en novembre 2023 et lui ai dit que j'avais quelque chose qui méritait son attention. Je ne lui ai pas donné d'informations sur le groupe Vasseur. Je lui ai donné des informations sur Voie Claire. Charles a écrit un article publié en décembre 2023 sur les entreprises émergentes de PropTech basées à Lyon qui bouleversaient le domaine de l'analyse de l'immobilier commercial. Voie Claire y figurait en bonne place. La lettre d'intention de Chanclair Investissement y figurait également, désormais rendue publique. Tout comme la liste des clients, qui incluait maintenant 5 noms que tout professionnel de l'immobilier commercial en France reconnaîtrait. Laurent Vasseur les a reconnus. 2 d'entre eux étaient en pourparlers avec le groupe Vasseur pour des partenariats technologiques concernant leur propre portefeuille. Son assistante a appelé mon portable un jeudi matin de décembre, Monsieur Vasseur aimerait programmer un appel. Je n'ai pas rappelé. La troisième chose fut celle qui a demandé le plus de patience. L'un des clients de Voie Claire était une société de capital investissement appelée Sommet Partenaires, basée à Marseille, qui se concentrait sur les acquisitions immobilières commerciales dans le sud de la France. Sommet Partenaires observait le marché lyonnais. Il n'était pas intéressé par le groupe Vasseur.
Ils étaient intéressés par deux propriétés spécifiques du portefeuille du groupe Vasseur, les actifs à usage mixte du sud de Lyon qui sous-performaient. Ils voulaient savoir si ces actifs pourraient devenir disponibles au bon prix si la pression sur le bilan du groupe Vasseur continuait de s'intensifier. Je connaissais Sommet Partenaires grâce à un contact dans le réseau de Chanclair Investissement. J'ai facilité une introduction entre le directeur général de Sommet Partenaires, un homme nommé Olivier Favier, et l'un de mes contacts banquiers spécialisés en immobilier à Toulouse, qui pouvait réaliser l'analyse de marché appropriée. Je n'ai pas dit à Olivier Favier que j'avais un lien personnel avec le groupe Vasseur. Ce n'était pas nécessaire. J'ai simplement fourni le contexte sur le marché et je me suis assuré que les personnes qui devaient se parler se retrouvent dans la même pièce. Olivier Favier est un homme très patient avec une très longue mémoire. Il ne se précipite pas. Il agit avec précision. En janvier 2024, la procédure de divorce est devenue intéressante. Patricia Valette avait divulgué notre situation financière matrimoniale. Propriété commune, compte joint, la vie que nous avions construite grâce à mon salaire du groupe Vasseur. Elle avait, dans sa déclaration, omis toute référence au groupe Méridien Bleu, car Daniel ignorait son existence. Elle avait omis voix claire parce que personne en dehors de Fabrice, Jérôme, Sophie et Chloé ne savait que j'y étais impliqué. Elle avait déclaré mes actifs ainsi, un salaire du groupe Vasseur, licencié, un compte de courtage personnel et un SUV modèle 2021. Fabrice a soumis notre déclaration la semaine suivante. Elle faisait 43 pages. Patricia Valette est une excellente avocate. J'ai un réel respect pour elle. Mais même d'excellents avocats ne sont aussi exhaustifs que leurs clients le leur permettent. Et Daniel avait fourni à Patricia Valette une image de moi qui était à peu près aussi précise qu'un dessin d'enfant de la chapelle Sixtine. Les 43 pages incluaient le tableau complet du groupe Méridien Bleu, 11 investissements, des avoirs immobiliers dans 4 régions, la structure de l'entité, l'historique complet de la capitalisation prouvant que chaque euro était entré avant le mariage. Elles incluaient Voix Claire Technologies, mon poste de fondateur silencieux, ma participation actuelle au capital, et la valorisation de série A à 37,5 millions d'euros. Elles incluaient 3 positions d'investissement supplémentaires que j'avais prises via Méridien Bleu au cours des 18 mois précédents, qui s'étaient toutes valorisées. Fabrice m'a raconté plus tard que Patricia Valette avait lu la déclaration, fermé la porte de son bureau, et n'en était pas ressortie pendant 35 minutes. Ensuite, elle a appelé Laurent Vasseur. L'appel que j'attendais est arrivé un mardi matin de février 2024. Pas de Daniel, pas de Patricia Valette. De Laurent Vasseur lui-même, directement sur mon portable, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont la géométrie de la situation avait évolué. Tristan. Sa voix était celle d'un homme se tenant sur une couche de glace dont il vient de réaliser qu'elle est plus fine qu'annoncée. Je pense qu'il faut qu'on parle. Laurent, ai-je répondu. J'étais dans mon bureau, plus à l'Intercontinental. J'avais emménagé dans un véritable espace de coworking rue de la République en attendant que les travaux de mon espace définitif, loué dans le quartier de la Confluence, soient terminés. Je suis d'accord. Il semble y avoir eu un malentendu sur votre situation, a-t-il dit prudemment. Certaines des informations que nous avions lorsque nous avons pris la décision en octobre étaient apparemment incomplètes. Apparemment, ai-je dit. Je me demande s'il y a un moyen de revoir notre arrangement. Ta contribution à la division technologique était réelle, Tristan. L'équipe que tu as construite. Laurent, les jeux coupés doucement. La manière dont on arrête une machine qui s'emballe sur un chemin sans issue utile. La décision que tu as prise en octobre a été prise en toute connaissance de cause. Tu connaissais mon bilan de performance. Tu as fait un choix sur qui avait sa place dans ton monde et qui ne l'avait pas. Je respecte cela. J'ai fait une pause. Je veux juste m'assurer que nous comprenons tous les deux que ce choix a des conséquences qui vont dans les deux sens. Silence. Que veux-tu, a-t-il demandé. J'ai regardé par la fenêtre de la rue de la République en direction de la basilique de Fourvière, blanche contre le ciel de février. Je veux que le divorce soit traité correctement, ai-je dit. Une comptabilité complète et équitable. Menée en toute transparence. Je veux que la plainte pour licenciement abusif soit résolue sans passer par le tribunal. Fabrice s'occupera des détails avec tes avocats. Et je veux que le dossier soit corrigé. La documentation qui a été soumise à France Travail citant des problèmes de performance. Ce dossier doit être corrigé. Un autre silence, plus long. Et en échange ?
En échange, je reste un investisseur et non un élément perturbateur. J'ai laissé cela en suspens un instant. Je possède une participation de 3% dans l'infrastructure d'analyse de 2 de tes concurrents grâce à Voix claire. Je n'ai pas d'intérêt particulier à orienter cette relation dans une direction spécifique. Mais je veux être clair sur le fait que mes intérêts et ceux du groupe Vasseur peuvent coexister pacifiquement. Ou pas. Cela dépendra de la manière dont ce processus se déroulera. Je ne le menaçais pas. Je veux être précis là-dessus. Je lui donnais la même information complète que j'avais toujours fournie. La chose qu'il avait passé 3 ans à ne pas particulièrement valoriser. Il avait cette information, désormais. Ce qu'il en faisait ne regardait que lui. Laurent Vasseur est un homme intelligent. Il faut le reconnaître. Il a construit une véritable entreprise sur 30 ans. Il a juste commis l'erreur de sous-estimer quelqu'un qui ne faisait pas de bruit. Je vais demander à nos avocats de contacter Fabrice, a-t-il dit. J'apprécie la démarche, ai-je répondu. J'ai raccroché. J'ai regardé la basilique. C'était une matinée claire de février, froide et lumineuse, le genre de journée d'hiver lyonnaise qui vous rappelle que la ville est plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Pas Laurent. Daniel. J'ai regardé le nom sur l'écran pendant un moment, puis j'ai décroché. Tristan. Sa voix était différente de celle qu'elle avait utilisée lorsqu'elle m'avait tendu la liste des refuges. Cette voix-là avait été contrôlée, scénarisée, exécutive. Celle-ci était plus petite. Je ne savais rien de tout ça. Je veux que tu le comprennes. Papa ne me l'a pas dit. Je sais. J'ai dit, je suis désolé. Pourquoi, ai-je demandé. Pour ce que j'ai dit à Pierre. Pour la liste. Une pause. Pour beaucoup de choses. J'ai pensé à un jeudi soir d'avril 2017. Un toit-terrasse dans le quartier de la Confluence, une femme en robe verte qui s'était approchée et avait dit « Vous n'avez pas l'air d'avoir envie d'être ici ». J'avais longtemps cru qu'elle était la personne la plus intéressante de cette pièce. J'avais longtemps cru que nous étions le même genre de personne. Je ne sais pas si cela a jamais été vrai. Je sais que cela a cessé d'être vrai quelque part dans les années entre ce toit-terrasse et ce samedi matin de juin 2022 où je m'étais tenu dans la cuisine pour apprendre que je n'étais pas fait pour durer. Je sais que tu le es, ai-je répondu, et je le pensais. Pas comme un pardon, pas comme une invitation, juste comme un simple énoncé factuel. Mais je crois que tu sais que c'est terminé. Elle n'a pas répondu immédiatement. Quand elle l'a fait, sa voix était très calme. Oui, a-t-elle dit. Je sais. Nous avons raccroché. Je suis resté assis dans mon bureau rue de la République pendant un moment. La matinée avançait. Des gens marchaient dans la rue en contrebas, allant quelque part avec un but précis, portant en eux tout l'élan ordinaire et continu d'un mardi. Le divorce a été finalisé en mai 2024. Fabrice et Patricia Valette l'ont mené avec professionnalisme et précision. Le règlement final a correctement pris en compte le patrimoine conjugal et, séparément, mes avoirs prénuptiaux, qui étaient exactement ce qu'ils étaient, miens, documentés, propres, et entièrement hors de portée de ce à quoi Daniel pensait avoir affaire. Elle a gardé la maison à Écully. C'était juste. Je n'en voulais pas. J'ai emménagé dans un endroit que je surveillais depuis 8 mois. Un bâtiment restauré des années 1940 dans le quartier d'Ainay à Lyon, à 800 mètres des quais de Saône, avec un bureau orienté à l'ouest qui capturait le coucher du soleil à travers une rangée de fenêtres auxquelles je n'avais pas touché, car elles étaient déjà parfaites. Je n'y ai presque rien mis à part des livres, un bon bureau et un équipement à café que mon ingénieur Chloé Quentin a jugé, curieusement bien réfléchi pour un homme en plein divorce. J'ai pris cela comme un compliment. Voix claire Technologies a clôturé sa série A en juin 2024. Chanclair Investissement a mené la levée. La valorisation de l'entreprise à la clôture était de 43 millions d'euros. Jérôme, Sophie et Chloé ont chacun obtenu le genre de résultat qui change l'aspect du reste de votre vie. J'ai assisté à l'appel des investisseurs depuis mon bureau à Ainay, regardant le soleil se coucher sur les collines, et j'ai ressenti la satisfaction spécifique de voir quelque chose construit correctement arriver là où c'était toujours censé arriver. En septembre 2024, Sommet Partenaires a fait une offre pour acquérir 2 des actifs sous-performants du sud de Lyon appartenant au groupe Vasseur. Olivier Favier avait agi avec prudence et précision, comme le font toujours les gens patients. Le prix était inférieur à ce que Laurent avait payé, pas de façon dramatique, mais significative.
Assez pour que cela pèse sur le bilan, assez pour que cela nécessite des conversations difficiles avec le conseil d'administration. Laurent a accepté l'offre. Je l'ai appris par Charles Delorme au Journal des entreprises, qui a publié une brève concernant la transaction. Je l'ai lu autour d'un café un jeudi matin et n'ai rien ressenti de particulier, si ce n'est une légère satisfaction factuelle, le genre de satisfaction que l'on ressent lorsque des données confirment une évaluation préalable. Pierre Vasseur, m'a-t-on dit, n'est plus le directeur des opérations du groupe Vasseur. Il est retourné à ce qu'il décrit comme du « consulting », ce qui est un autre mot pour dire qu'il est disponible. Le retour de bâton de l'affaire de Nantes a fini par atterrir dans ses rapports trimestriels. Daniel, d'après ce que je comprends via des connaissances communes, s'en sort bien. Elle travaille en indépendante maintenant, en tant que consultante en urbanisme, ce qu'elle avait étudié avant que l'entreprise de son père ne devienne la force gravitationnelle qui organisait sa vie professionnelle. C'est peut-être la meilleure chose qui soit ressortie de tout cela pour elle. Je l'espère sincèrement. Mon pote David Oumarou m'a appelé un dimanche matin d'octobre 2024, exactement un an après l'épisode de la salle de conférence. Je préparais du café à Hennay, en lisant un document de conception que Jérôme m'avait envoyé concernant la prochaine version du produit de Voix Claire. Tu sais, c'est l'anniversaire cette semaine, a dit David. J'en suis conscient. Qu'est-ce que ça fait? J'ai regardé autour de mon bureau, les fenêtres orientées à l'ouest, les livres, l'équipement à café que Chloé trouvait inquiétant, la paix totale et banale d'un mardi matin qui m'appartenait entièrement. C'est comme des mathématiques, ai-je dit. David a ri. C'est la chose la moins romantique que quelqu'un ait jamais dite sur quoi que ce soit. Je le dis de façon positive, ai-je répondu. Quand les mathématiques fonctionnent comme elles le devraient, il n'y a rien à y ajouter. L'équation est ce qu'elle est. David est resté silencieux un moment. Tu vas bien, quand même? Vraiment bien? J'ai réfléchi à cela honnêtement, parce que David mérite l'honnêteté et parce que je m'y suis entraîné. J'ai pensé au toit terrasse d'avril 2017 et à ce que j'avais attendu de cette soirée, et à ce que j'avais attendu des 14 années que je croyais construire. J'ai pensé au rouge-gorge dans le chêne du jardin, le matin où j'avais entendu Daniel à travers le mur de la cuisine. J'ai pensé à la liste des refuges sur la table basse et à la salle de conférence avec sa table en acajou, et aux 4 mots qui étaient censés mettre fin à quelque chose, mais qui, à la place, avaient commencé toute autre chose. J'ai pensé à ce que cela signifie de construire des choses discrètement, correctement, de manière à ce qu'elles ne deviennent visibles que lorsque quelqu'un décide de les tester. Pas par méchanceté, pas par désir de drame, juste parce que c'est ainsi que l'on construit de véritables structures qui durent. Oui, ai-je dit à David. Je vais sincèrement bien. Et la chose à retenir, ce que je veux que vous compreniez si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que, bien, dans ce contexte n'est pas un lot de consolation. Ce n'est pas la petite chose dont on se contente quand la grande chose n'a pas fonctionné. C'est la chose que l'on peut dire lorsqu'on a bâti quelque chose qui tient réellement la route. Quand tout ce qu'ils ont essayé de vous prendre s'est avéré être une fondation solide pour tout ce que vous êtes allé construire ensuite. Laurent Vasseur m'a licencié en quelques mots le 17 octobre 2023. Il avait passé 3 ans à ne voir en moi qu'un appareil électroménager. Il est passé à côté de ce qu'il y avait en dessous. Il a manqué la patience, l'architecture, les 16 mois de construction silencieuse qui étaient déjà en place avant même que quiconque ne songe à regarder. Daniel m'a tendu une liste de refuges parce qu'elle pensait que c'était là que la situation m'avait laissé. Elle n'avait aucune idée d'où je me trouvais réellement. La chose la plus dangereuse qu'un homme puisse faire est de laisser les personnes censées le connaître continuer de croire qu'il est plus petit qu'il ne l'est. Je les ai laissés le croire. Je les ai laissés agir en fonction de cette croyance, et ensuite, j'ai laissé les mathématiques parler d'elles-mêmes. Le portefeuille du groupe Méridien Bleu a connu une plus-value de 12% en 2024. Voix Claire s'étend sur les marchés de Paris et de Montpellier ce printemps. Mon bureau à Hennay attrape le coucher de soleil chaque soir comme s'il avait été conçu pour ça. Fabrice m'a appelé le mois dernier. Il avait la voix qu'il a toujours quand quelque chose a été résolu correctement, c'est-à-dire qu'il ressemblait à lui-même. Comment se passe ce nouveau chapitre, a-t-il demandé. J'ai regardé les cèdres et la dernière lumière devenant orange au-dessus de l'horizon lyonnais. Ce n'est pas un chapitre, ai-je répondu. C'est un tout autre livre. Il a ri. J'ai fini mon café. Certaines fins ne sont en réalité que la première ligne de quelque chose de meilleur, écrite avec une encre que vous ignoriez posséder.